Actuellement, je demande aux bandits aînés d'aller chercher les sœurs qui deviennent également initiées. Samedi 30 septembre. Nous sommes arrivés hier soir à Libreville, juste pour le début de la saison des pluies. Température 27 degrés. Ici, c'est Montbouet, le marché populaire de la capitale du Gabon, carrefour de l'Afrique équatoriale, où les immigrés du Sud viennent chercher fortune en côtoyant les 48 ethnies qui composent le pays. Odeurs et couleurs, qui sont images et clichés à la fois, donnent au Gabon son brelandas avec les cartes maîtresses du pétrole, du bois et du manganèse, qui font de Wendo le port le plus riche de l'Afrique noire. Juste à côté, les criques sauvages recueillent les billes perdues des trains de bois, alors que le tourisme hésite encore à s'installer, pour le plus grand plaisir du caméléon. Allez, bonhomme, avance, avance. Mais c'est une autre histoire qui nous entraîne sur le sol gabonais, car aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une des dernières sociétés secrètes africaines, le Bwiti. Fonctionnant exclusivement la nuit, la société initiatique du Bwiti a ouvert doucement ses portes sur le monde extérieur. Ce soir, nous avons rendez-vous chez les Fang, l'ethnie la plus importante du pays. Alors, pendant que les Européens occupent le bord de mer, nous nous enfonçons doucement dans la ville profonde pour rencontrer les grands maîtres de la nuit du Bwiti. Cinq années sont passées depuis notre première rencontre. 5 années avant qu'il n'accepte d'être filmé. 5 années pour atténuer l'impact du colonialisme. L'histoire commence il y a un siècle environ, lorsque les maîtres de la forêt, les pygmées, transmirent aux Bantous, lors d'un mariage entre les deux races, une racine nommée Iboga, qui devait leur permettre de comprendre le mystère de l'univers. À cette époque, les Bantous subissaient l'esclavage au plus profond de leur être. Et l'Iboga, qu'ils appellent également bois sacré, tira de la nuit le bois d'ébène en exorcisant leur peur. C'est comme cela qu'est né le Bwiti, société initiatique, typiquement masculine hier, mixte aujourd'hui, animiste dans le sud, syncrétique dans le nord. Ce soir, nous sommes chez les Fang, qui l'adoptèrent en suivant la tradition de la haute Égypte pharaonique tout en y incluant des rites chrétiens et francs-maçons. Le seul dénominateur commun, c'est l'iboga, petit arbuste dont on pèle et pile la racine et qui, une fois ingéré en quantité déterminée, permet d'explorer dans un autre état de conscience la face cachée de son inconscient. Ciment actuel de la culture gabonaise, l'iboga permet la connaissance directe, celle qui n'est pas enseignée, mais révélée. Jeudi 5 octobre.
je demandais à Hugues et Cathy de raconter leur histoire. Ils vivent en Afrique depuis 20 ans et Hugues a été un des premiers Européens à s'initier au bouiti. La première panne que j'ai eue en Afrique, et Dieu sait si j'avais déjà roulé, c'est devant ce village. J'ai une bougie de préchauffage. C'était pas un camion, c'était une Land Rover ce jour-là. J'allais dépanner un camion plus loin. Et c'est une bougie de préchauffage qui a explosé. Et donc perte de compression. Je me suis retrouvé en panne, en plein milieu du nulle part, parce qu'à l'époque, la route n'était pas goudronnée, c'était la piste. Et il y avait très peu de lumière, à part quelques lampes à pétrole. Je suis allé vers la première lampe à pétrole que je voyais. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré mon ami, qui est mon ami depuis toujours, c'est un certain André, qui est un grand monsieur, quoi, et qui est un grand musicien. Et c'est son frère qui, plus tard, m'initiera. Pendant 3 ans, j'ai eu très peur de bouiti, que j'osais même pas y aller, quoi. Ça me faisait très peur parce que j'avais l'impression que ces gens-là conversaient avec des entités qui me dépassaient, quoi. Ce qui m'a fait passer le cap, c'est que mon initiateur de l'époque était sûrement là ou une des seules personnes du Gabon qui pratiquait ces veillées-là la journée, ce qui était complètement nouveau, quoi. Parce qu'il disait avec juste raison que tout le monde a peur de bouiti parce qu'on fait ça la nuit et que c'est caché et que tout le monde croit qu'on fait des mauvaises choses. Alors lui, il faisait ça en plein jour devant tout le monde parce qu'il n'avait rien à cacher et qu'il n'y avait rien de négatif là-dedans. Et que s'il y avait eu quelque chose de négatif là, en plein jour, on l'aurait tous vu, quoi. Petit à petit, j'ai été amené à vraiment côtoyer ces gens-là. Et un beau jour, j'ai fait le pas, c'est-à-dire j'ai mangé le bois sacré. Voilà. Chacun il se fait initier pour ses raisons personnelles, soit pour se faire soigner, soit pour aller faire un voyage, se connaître soi-même, hein, parce qu'on voyage dans l'inconscient. Enfin, chacun a sa raison. Hein. Et c'est bien d'y aller avec une raison bien propre, même si là-bas, une fois qu'on est dans l'initiation, on rencontre autre chose, hein, ou des choses beaucoup plus auxquelles on ne s'attendait pas. Mais bon, le plus important, c'est d'aller avec un but. C'est ce que les Pygmées ont sorti de brousse pour donner aux Bantous qui arrivaient chez eux, ou jusqu'à eux, en leur disant, ce bois-là, il sauve. Tous les autres, ils font quelque chose, ils soignent telle ou telle maladie, mais celui-là, il sauve. En Afrique, ce qui est sacré, c'est sacré. Je suis quelqu'un qui est né en Afrique, et moi, je crois que ma racine, je l'ai trouvée dans l'Iboga, justement. Vendredi 6 octobre. On appelle les grands maîtres du bouiti des Nima, et le premier Nima que je rencontre est une femme, Francine Yveline No, secrétaire de direction du Sisiba, le Centre international de la civilisation bantoue. Tous les après-midi, Francine soigne chez elle grâce à l'Iboga. Toute personne a la possibilité de se reconnaître par la voix de l'Iboga. Il y a plusieurs voix, mais celle de l'Iboga est plus médiatrice, elle est directe. Vous vous revoyez, vous vous reconnaissez, parce que tant qu'un être humain ne se reconnaît pas, il n'est pas encore un être humain. C'est ça le connais-toi toi-même de Socrate, que peut-être certains n'arrivent même pas à bien l'interpréter. Le connais toi-même, c'est ça. Il faut d'abord se connaître pour connaître les autres et pour connaître Dieu. Mais c'est un peu plus fort que la psychanalyse. L'Iboga mène plus à une voie spirituelle, à une élévation de l'esprit, à une transformation, une transfiguration. Parce que dans la plante Iboga, il y a une certaine quintessence. Et c'est cette quintessence qu'il faut extirper pour pouvoir accéder à quelque chose de céleste. Mercredi 11 octobre. Je m'appelle Yéné Abaga Marcelin, je suis gabonais et je suis initié et initiateur au sein de la tradition bouddhiste. L'homme a des facultés psychiques que Dieu lui a données.
Alors, ces facultés psychiques qui sont au nombre de 12, 7 majeures et 5 mineures, doivent normalement fonctionner d'une manière harmonieuse. C'est à ce moment-là que l'homme devient capable de percevoir ce qui se passe sur les plans les plus subtils de l'esprit. C'est ce rôle-là que jouent les Boga lors des initiations mystiques au sein de la tradition bouddhiste. Vous voyez, les facultés psychiques sont en quelque sorte atrophiées chez l'homme, en général, chez l'homme moyen. Pas chez le grand maître mystique qui utilise les pouvoirs. Non, chez l'homme moyen, les facultés psychiques sont en quelque sorte atrophiées. C'est comme on dit souvent en droit, une loi qui tombe en désuétude. Cela veut dire qu'une loi qui perd son efficacité par défaut d'application. Le rôle de l'Iboga consiste donc à remettre en fonctionnement normal de ces facultés-là, ce qui permet à l'homme de voir ce qui se passe sur les plans les plus subtils de l'esprit. Le même jour, dans les faubourgs de Libreville, une initiation se prépare et nous y sommes conviés. Une initiation dure 5 jours et 3 nuits. Une nuit pour mourir symboliquement car il faut enlever les habits du vieil homme avant d'acquérir la connaissance. Une nuit pour voyager dans l'espace-temps de son inconscient. Et enfin, une nuit pour renaître et par là même comprendre le sens de sa vie et la signification de la mort. Ce rituel commun à presque toutes les sociétés initiatiques prend toute sa force ici, au Gabon, car l'initié va avoir à sa disposition un puissant accélérateur pour entreprendre le voyage, l'Iboga. La plupart du temps, les gens s'initient d'abord pour soigner une maladie qui n'a pas été vaincue par les moyens classiques de la médecine occidentale. S'initier, pour eux, c'est donc regarder sur l'autre face du miroir l'origine de la maladie inscrite dans leur propre histoire. L'Iboga est très codifié. On ne peut pas prendre ça n'importe comment. Nous sommes le 3e jour de la semaine et les initiés commencent leur première absorption d'Iboga. En Europe, nous l'appellerions psychanalyse accélérée, car elle permet de nettoyer l'inconscient d'une manière radicale jusqu'au point de friction qui a créé la souffrance. Mais il faut savoir que prendre l'Iboga génère une souffrance encore plus difficile à gérer que la maladie elle-même. C'est très amer, mais au-delà de ce qui est amer, on trouve ce qui est merveilleux. Jeudi 12 octobre. L'Iboga et le Bwiti sont donc inscrits dans la mémoire collective du peuple gabonais et les artistes s'en inspirent fréquemment. Ici, l'école du cirque de Libreville donne tous ses spectacles en costume traditionnel Bwiti, ce qui implique qu'une grande partie d'entre eux soient des initiés. Jeudi soir. C'est la première nuit. Les fidèles arrivent de partout par un bouche à oreille très efficace. Nous sommes en pleine ville, au vu et au su de tout le monde. Mais ici, qui pourrait porter un jugement sur la société initiatique du Bwiti? Ce soir, l'Iboga va donc tuer le corps des initiés et la mort symbolique commencera. Le corps se rigidifie, le cœur fonctionne au ralenti, le mental est paralysé, l'esprit va pouvoir remonter le chemin des origines. C'est en redécouvrant les étapes de son histoire, tout en levant les inhibitions qui jonchent le parcours, que l'initié trouvera les causes de sa maladie. Si tout se passe bien, le voyage continuera au-delà de la mémoire individuelle pour se fondre dans la mémoire collective de l'humanité. C'est là qu'est le Bwiti.
Les initiés sont accompagnés mentalement par les Nima jusqu'au petit matin. Ces mêmes Nima qui veillent à ce que l'autopsychanalyse se passe sans encombre. Pour cela, ils connaissent les secrets permettant à tout moment de les faire revenir lorsqu'elles sont plongées dans un autre état de conscience. À son retour, l'initié aura acquis l'essentiel et les visions l'accompagneront sa vie durant comme gardienne de son apprentissage. Quoi qu'il arrive, c'est une renaissance. Ah oui, Après voilà. une initiation, c'est une renaissance. Donc que ce soit au niveau de ton esprit ou même de ton corps, hein, tu es neuf. C'est vraiment neuf. Les gens qui mangent les boga, ils vont sur le plan spirituel, ils ont des visions et tout et tout. Bon, quand on leur révèle des réalités terrestres, telles que, par exemple, on lui dit la voiture que tu recherches est à tel endroit. Va, tu le trouveras à tel endroit. C'est telle personne qui l'a volée, comme ça. Et attention, on a déjà fait telle chose sur cette voiture-là, comme ça, comme ça. Il revient. Il part vérifier, il trouve que c'est exact. Comme on lui a dit sur le plan spirituel. Là, c'est une réalité terrestre, ça. C'est physique. Il trouve que c'est exact. Est-ce qu'on peut parler d'hallucination à ce moment-là? Cette nuit, ses yeux ont vu le Bwiti, tel l'apprenti apprenant par lui-même le secret de la connaissance qui le met en phase avec l'univers, sans dogme et sans gourou. L'initiation vient du verbe initier. Et le verbe initier vient du mot latin initiare, qui veut dire débuter, commencer. C'est le commencement. Initier donc quelqu'un, c'est le fait de commencer à lui révéler des connaissances qu'il n'avait pas auparavant. Dans un domaine ou dans un autre des activités physiques, humaines ou mystiques et spirituelles. Vendredi 13 octobre, pendant que les initiés continuent leur voyage, Madeleine, secrétaire à la SEG, mais également initiée et médium, se raconte. J'ai rencontré Liboga en 1981. J'étais malade. Alors, j'avais mal à la tête, je ne sais pas ce que j'avais. Je suis partie en France. Ils ont essayé de me faire des radios, voir si j'avais peut-être, comment on appelle ça, le sinusite. Le sinusite, Oui, ça n'a rien donné. Je ne savais pas comment faire. C'est là où ma tante, la petite sœur de ma mère, est venue voir mes parents et demander à ma mère que c'est mieux de l'amener chez une femme qui fait de l'ibo en haut là. Et comme moi je suis chrétienne, mon père est pasteur, ma mère est chrétienne, toute notre famille. J'ai eu peur, j'ai dit non, je ne veux pas ça, je ne veux pas aller manger les gens. Parce que ici, quand tu ne connais pas encore ça, tu crois qu'on fait du mal dedans. J'ai dit non, il ne faut pas m'amener là-bas, je préfère mourir. Alors ma tante là est allée voir cette femme-là en cachette. Et la femme là est venue. Elle a amené une herbe qu'elle frottait comme ça. À la main. Alors, elle a demandé à ma mère si elle avait un morceau de tissu. Ma mère lui a donné un morceau de tissu. Elle m'a amarré ça à la tête. J'ai dormi, moi qui ne dormais pas la nuit, j'ai dormi toute la nuit. Elle m'a mis ça à 17h. 17h30, je suis allée au lit. J'ai dormi toute la nuit jusqu'au matin. La dame là est revenue vers 17h. Demander à mes parents si j'ai bien dormi. Maman a dit oui, elle a même dormi jusqu'à midi. Elle n'a pas vu quelque chose. Alors, j'ai raconté, oui, j'ai vu, j'ai rêvé comme ça. Elle m'a dit, là où tu vois déjà comme ça, bon, si admettons, je te proposais d'aller à terre, de manger le bois sacré, pour aller voir, bien rencontrer ces gens qui te veulent du mal, est-ce que tu peux l'accepter? J'ai dit vraiment, si c'est pour aller voir ces gens-là, je suis d'accord. Mais tu me dis d'abord que là-dedans, tu ne vas pas me donner la chair humaine, tu ne vas pas me donner autre chose, rien que ce bois que tu me montres là. Elle a sorti le bois sacré là, elle m'a montré ça. Alors elle m'a donné, j'ai commencé à rencontrer. C'était un frère de ma famille, mon propre frère qui me faisait ça. Alors j'ai vu, il est venu en forme de gorille, d'un gros gorille, géant, gros. Il venait devant moi. Il s'est mis comme ça, il a fait ça. C'est moi, tu ne passes pas ici. Moi, je veux te tuer, je veux te prendre. Comment ça fait que tu viens ici? Tu es venu ici pour nous découvrir. Qui t'a montré ce chemin-là? Et tout d'un coup, je vois quoi? Je vois les anges. J'ai d'abord vu comme deux oiseaux, comme deux petits oiseaux qui venaient. Ça faisait papa.
Samedi 14 octobre. Dernière nuit, la Renaissance. Ainsi, la mort aura été transcendée et le mystère qui l'entoure sera jalousement gardé et transmis uniquement aux futures générations par l'intermédiaire du bwiti. Ainsi, la harpe sacrée restera pour les nouveaux élus le lien direct avec l'invisible. Les notes qui s'échappent des doigts du harpiste transmettent le message de l'être suprême et il l'honore en le saluant à travers l'instrument. Les Nima ne sont là que pour permettre aux initiés de réussir leur passage. Pour cela, ascèse et abstinence s'imposent durant le temps des cérémonies, précédées d'une confession indispensable que les Nima considèrent au Gabon comme l'élément phare pour franchir les rives de la conscience. La personne doit accepter son négatif et le reconnaître comme partie intégrante de sa personnalité. Si l'on triche avec la confession, l'iboga, détonateur, catalyseur et révélateur de la conscience humaine, expulsera les images au centuple de leur culpabilité. Il sera alors trop tard pour revenir en arrière et l'initiation, à ce moment-là, peut devenir tragique. Sur les 3 jeunes filles que nous suivons, 2 ont réussi l'épreuve avec succès. Ce soir, elles rejoignent la grande famille des Banzi. Une, par contre, a échoué. Son esprit est resté bloqué dans un autre état de conscience. Ses propos sont incohérents. D'après les Nima, elle a triché lors de sa confession, et tant qu'elle n'assumera pas son histoire, son esprit restera emprisonné. Ce n'est pas simple de prendre l'iboga, car il faut avant tout accepter d'en payer le prix en affrontant sa propre vérité. Ici, il y a plein de façons de s'initier. Et ici, ça s'appelle le Mbumbeyano. Donc j'ai trouvé mon Mbumbeyano. Ça fait moi-même. Dès que la femme accouche, l'enfant sort. Et ces choses-là, le placenta, oui, ça sort après. Et quand on va jeter ça, chez nous, on ne le jette pas comme ça. On le met, on creuse, on met à terre. Ça fait ton image, c'est ton ange gardien qui marche avec toi. Tout ce que tu fais dans la vie, il est là. Et c'est lui qui montrera tout ce que tu as eu à faire, comme mauvais, comme bien, tout. Lundi 16 octobre, arboratum de Sibang. Le professeur Gassita, pharmacien et phytobiologiste connu mondialement pour ses travaux sur l'iboga, dévoile une autre facette de la racine sacrée. Le déclic a été le jour où on a fait un cours sur, justement en pharmacologie, on faisait le cours sur l'iboga. Parce que l'iboga, dans le conscient collectif des Gabonais, c'est une plante sacrée. Bon, pour moi, j'étais loin de penser que l'iboga était connu. Mais j'ai connu l'iboga bien avant même d'aller à la faculté de pharmacie, c'est-à-dire quand j'étais en première. Je passais le bac et on nous a cité, ça s'est passé en 1953. Et à l'époque, était sortie une spécialité qui s'appelait le lambarène. Oui. C'était des tablettes ou des comprimés d'iboga. On disait que c'était bon, ça donnait la tonicité. Et j'en ai pris pour passer le bac. Les gens, quand ils entendent parler, il y a même des familles, ah, l'iboga, il ne faudrait pas en parler. Voyez, c'est une drogue hallucinogène, c'est vrai, parce qu'à des doses élevées, elle provoque des hallucinations de toutes sortes, colorées, et même visuelles, et même auditives. Moi, je me permets de le dire parce que je suis initié et initiateur au sein de la tradition bouddhiste. Et j'utilise l'iboga. Je dis que l'iboga n'est pas non plus une plante hallucinogène. Parce que l'hallucination, qu'est-ce que c'est? L'hallucination, c'est une apparence de réalité, mais qui ne l'est pas. Étudié en France depuis le siècle dernier par les chercheurs du CNRS Goldnefer, Sinance et Goutarel, l'iboga à faible dose est un stimulant, un antidépresseur qui donna naissance à un médicament après-guerre, le lambarène. Mais chez les Blancs, la racine sacrée gabonaise intéresse de plus en plus de chercheurs qui se mettent enfin à l'écoute de la médecine traditionnelle. New York, 11 décembre, température moins 10 degrés. Il y a 30 ans de cela, un Américain, Howard Lotsoff, héroïnomane, goûta à l'iboga lors d'une drogue party. Sa désintoxication immédiate le bouleversa et il décida de vouer sa vie à la découverte de l'ibogaïne, un des alcaloïdes qui composent l'iboga.
12 décembre. Je dois rencontrer Marc, un ancien toxico qui a suivi en Hollande le programme Ibogaine. L'iboga, en effet, a des propriétés anti-addictives qui permettent de stopper net la dépendance aux stupéfiants, héroïne et cocaïne en particulier. Depuis quelques années, les expériences ont pu commencer en Hollande et au Panama, les États-Unis et la France ayant rangé l'iboga au tableau C des drogues hallucinogènes. Greenwich Village. Je demande à Marc pourquoi l'ibogaine plutôt que la méthadone. I heard it was very quick. It was quicker. Methadone, you have to stay on it for a long time. I heard in 3 days you wouldn't have any cravings. You know, after 2 days of the lasting effects, you would have no cravings for heroin. You didn't need it anymore. You wouldn't want to be high anymore. It was sort of like a way of just not taking away the want of drugs or the need to take them. Well, methadone isn't a cure. It's just it's a replacement. Whereas heroin's illegal, methadone's a legal drug you can take, and it's not. You know, it's just replacing one drug with another. Whereas Ibogaine was more of a way to stop altogether. I think Ibogaine is a good tool in use with psychotherapy or any established drug programs. But you definitely need, you know, it's like Ibogaine it's like this is a blank piece, let's say it's a blank piece of paper. That's what you are. Like before, when you're on drugs, you have words on here. Yeah. You do Ibogaine, you're a clear piece of paper. You need something like strong support, you know, a healthy environment. Otherwise, you just become a dirty piece of paper again. Yeah. So Ibogaine with a good support system, you know, NA, which is Narcotics Anonymous. I don't know what you have in your country, but you know, NA is a great, anything that will help you keep clean. Le docteur Luciano, neurologue, directeur du programme sur l'épilepsie, revient du Panama où il a pu suivre 3 toxicomanes qui ont suivi le traitement Ibogaine. The patients who were treated, it was amazing to me that they all came off of very high amounts of drug usage, large amounts of either heroin or cocaine, yet there was no physiological or psychological evidence of withdrawal symptoms. Also, they reported that there was no evidence of craving. And in fact, several of them actually quit smoking cigarettes as an added benefit of the treatment itself. They subsequently have gone back to their homes, and we don't have long-term follow-up on several of them. Although the ones that were treated when I was down there observing them, at least 2 of the 3 remain drug-free to this day. And you know, as far as I'm aware, some of the people who've had the biggest problems in terms of accepting the possible use of Ibogaine are these establishments, such as the methadone community, where their interests are, you know, at risk as well. Because rather than putting somebody on a substitute drug that just continues on, here you have sudden interruption. And obviously, any drug, whether we're talking Ibogaine, antibiotics, etc., any drug which is capable of accomplishing its job in a single administration versus chronic therapy is always going to be looked upon by a drug company, for example, as less valuable because the potential profits are smaller. I think the success is best when people have an otherwise normal life. They have a job, a family, they have moral fiber, and they've gotten trapped in the drug use. The Iboga gives them this window where suddenly they're not using drugs, they're not feeling any craving, and they can go back to their life. Those people are the most successful, I think, with the Iboga treatment, as opposed to someone who doesn't have a job, a family, a social structure to support them. 16 décembre, Gramercy Park Hotel, Manhattan. Morphinomane pendant de nombreuses années, libéré grâce à l'iboga, Alan Rea revient également du Panama et le traitement s'avère pour l'instant positif. Il a pris une dose d'ibogaine. And you took 1 dose of Ibogaine in Panama? 3. 3 doses. 3 doses. En 3 doses dans une journée, 1 day? 3 doses in 1 day? No, different days. First no. to check to see if you have a reaction to it. Une petite dose pour tester votre réaction. And then a low therapeutic dose. Ensuite, une dose thérapeutique faible. En combien de jours? Ça se passe en how many days between these 2? 1 day. Un jour entre les deux, d'intervalle. Un jour d'intervalle. Un jour d'intervalle.
Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la drogue, And today, in terms of drugs, il se considère comme guéri? do you consider yourself as being cured? That's a difficult question. Ça, c'est difficile à répondre. 3 or 4 days afterwards, yes, I felt that way. 3 ou 4 jours plus tard, oui, c'est bien ça que... C'est bien le sentiment que j'avais. I've had many years of sobriety. Je suis sobre depuis de nombreuses années maintenant. But I have never felt this way before. Mais c'est la première fois que je me sens comme je me sens aujourd'hui. I feel freed from it. Ah, je me sens libéré maintenant. I have no desire to do heroin. Non, j'ai pas envie de prendre de l'héroïne. It seems that I can't smoke cigarettes anymore. Je ne peux plus fumer de cigarettes, c'est très difficile. And I don't want to smoke now. Et vraiment, je n'ai plus envie de fumer. 17 décembre, New York, Albany, 4 heures de route. Stan Neglick est le chercheur qui a utilisé le premier l'ibogaïne sur les animaux. Il poursuit ses travaux et détient une chaire au département de pharmacie et de neurosciences du Collège médical d'Albany. About 6.5 years ago, we began working on the pharmacology of ibogaine. I first learned about this from Howard Lotsoff, and because of the information that he told me, it appeared to be a rather interesting substance. At the time we started working with it, we really did not expect it to do very much because the claims made about it were actually rather strange and in some ways preposterous. But we began to do some preliminary studies, and much to our surprise, it turned out that it had some fairly remarkable effects. One of the first studies we did was to administer it to rats that had been trained to self-administer morphine intravenously. 200 rats have been parts of many different kinds of experiments. In terms of the numbers of rats that we've tested it in rats that are self-administering drugs, it probably is about maybe 40 or 50 rats. I would say somewhere between 60 to 70% of rats respond in a fairly impressive way. I'm hopeful that we will eventually have a drug which I doubt whether it will be ibogaine itself, but probably will be a close relative, a derivative of ibogaine, that will hopefully be a new approach to treating drug addiction. That's the goal that we're working toward, and I think there's a good possibility that that may occur. 18 décembre, il nous restait un dernier rendez-vous, Howard Lotsoff, qui est depuis 30 ans à la base du programme ibogaine. My first involvement with ibogaine actually was 34 years ago. I'm now 53, and when I was 19 years old, I was a young heroin addict in New York. And it being the 1960s, I was, like many people my age, widely experimenting with drugs. I was a new addict. I had been using on and off for about 6 months and was probably dependent for about 3 months. So the ibogaine came into my life at a very good time where I had not yet become a hardened user and was still integrated into normal society. And I had no idea what the ibogaine would do. And I took it, and 33 hours later, I was no longer an addict. Ibogaine will allow society to address one of the most significant problems that we face today, which is drug addiction. Ibogaine is not a procedure to be forced on people, but it will allow any addict who wishes to be free of their addiction to be free of their addiction. Now, that is important enough. But because ibogaine is a tool which allows us to understand learning and memory, it will initiate a scientific study which will advance the knowledge relevant to these basic mechanisms of the human mind far beyond the understanding that we have today. Quand je vois que c'est également cette plante-là qui va soigner les drogués, alors là, je me dis, nous avons raison pour déclarer que l'iboga n'est ni une drogue, ni une plante hallucinogène. Et ça me fait plaisir. Que la plante est loin d'avoir livré tous ses secrets. Qu'est-ce qui nous fait reconnaître que là, attention, nous sommes en présence des effets d'une drogue? C'est quoi? Il y a d'abord cette envie inassouvie d'en prendre. Hein? On veut toujours en prendre, on veut toujours en prendre. Hein? L'accoutumance et tout, on veut toujours en prendre. Et puis, la grande capacité de dégénérescence et de destruction
à court ou long terme de l'organisme de l'homme. Vous voyez tout cela n'existe pas dans les Bogas. Ça n'existe pas. Moi qui vous parle, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai pris les Bogas lors des initiations, mais à aucun moment j'ai eu envie de le prendre. Une envie qui me dépasse, qui dit que je n'arrive pas à maîtriser. Non. Au contraire, quand on m'annonce une nouvelle occasion d'en prendre, je commence à réunir mes efforts. Mon Dieu, je vais encore prendre ce truc-là, vraiment. Mais c'est ça le problème. Pour nous, les Bogas n'est pas une drogue. C'est une plante aux propriétés spéciales qui a été créée par Dieu et révélée par ce même Dieu aux êtres humains pour jouer un rôle bien défini sur le plan initiatique. Et c'est pourquoi j'ai dit à des Européens, quand vous allez en Afrique, il faut vous imprégner aussi de la culture africaine pour comprendre. Mais ne restez pas bloqué en disant, mais moi, ça c'est africain. Non. Si vous êtes un esprit curieux, vous devez pénétrer. Je suis universitaire complet. J'ai un 3e cycle d'histoire. Je suis spécialiste et ma thèse s'appuie sur l'évolution sociale, politique des femmes avant la colonisation. Je suis donc rentré au Gabon après avoir fait une petite formation militaire. J'étais passé au grade de capitaine tout de suite. Mon premier poste d'affectation, c'était Makokou, comme directeur de la prison provinciale de Makokou. Et c'est là-bas que j'ai connu le mystère de l'initiation par Liboga. C'est notre dernière étape avant de quitter le Gabon. Célestin nous guide jusqu'à Makokou, la ville de la brousse, pour nous présenter le grand maître du Bwiti Ribenga, Papa Minko. 17 heures de jeep, une piste qui déroule interminablement son tapis de latérite rouge, une halte chez les gens de l'intérieur et Célestin qui termine son histoire. J'ai beaucoup vécu en France, ce qui fait que les traditions, je les connaissais très très mal. Et je n'appréciais même pas du tout l'Iboga parce que on parlait de beaucoup de choses. De l'anthropophagie, des crimes rituels et ainsi de suite. À tel enseigne que moi j'avais vraiment, je dirais même de l'aversion vis-à-vis de l'Iboga, de la tradition bwitiste. Évidemment, ce n'était que l'ignorance. Alors à Makokou, il s'est passé un petit détail, c'est que mon épouse, c'est Madeleine, elle était initiée bien avant moi. Il y a eu des problèmes, des incompréhensions entre elle et moi. Alors il fallait absolument que je m'initie parce que entre un initié et un non-initié, le courant ne peut pas vraiment bien passer. Avec ma hargne de chercheur et puis le goût de l'aventure, je me suis dit, pourquoi pas, je peux toujours essayer. On m'a conduit chez Papa Minko et voilà, je me suis initié. C'est combien? C'est quand même 25 000. À côté de Makokou, un petit village avec son hôpital de brousse. C'est là que vit Papa Minko. Une centaine de personnes y travaillent grâce à l'hôpital qui accueille tous les cas désespérés du pays. C'est ici que le vieux sage, 80 printemps, 8 femmes et 45 enfants, soigne à l'abri du monde les souffrances des hommes grâce à l'Iboga. Ça, c'est le type qui soigne toutes les maladies de tous ordres. L'Iboga, c'est tout simplement pour t'ouvrir les yeux. C'est pour t'ouvrir les horizons. L'origine de ta maladie, tu t'inities et tu verras bien. L'Iboga, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. L'Iboga n'est pas dogmatique. L'Iboga, c'est une expérience, ce n'est pas un savoir, mais c'est une connaissance. Alors la seule manière, c'est l'expérience. Et la meilleure expérience, c'est l'initiation.
Parce que lui, il faut tuer le vieil homme et faire rejaillir le nouvel homme. Ça, c'est son principe. Tu viens avec telle maladie, la maladie pour lui n'existe pas. La maladie, c'est vraiment le vieil homme. Il faut se débarrasser du vieil homme. Il faut absolument procéder par la nouvelle naissance. Les Blancs veulent maintenant, voudraient exploiter l'Iboga. Qu'est-ce qu'il en pense? Voilà la réponse. C'est qu'au commencement, nous étions une seule et même personne. Il n'y avait pas de différence. Dieu nous a créés. Il t'a créé toi blanc. Il m'a créé toi noir. Mais tout en étant une seule et même personne. Il appelait ses enfants et il leur a donné un livre en 2 exemplaires. Il a donné un exemplaire à l'homme noir et un exemplaire à l'homme blanc. Il a dit tout ce que vous voulez savoir dans le cosmos, dans l'univers, dans le monde, sur vous-même, et tout ce qui concerne, tout ce que vous voulez réaliser dans le monde, regardez seulement dans ce livre-là, tout est dedans. J'ai quelque peu gaspillé ma part qu'il m'a donnée. L'homme noir, l'aîné, dit à son petit frère l'homme blanc, attends-moi là, je voudrais aller au WC. En bouche. Il trouve une souche d'arbre. On a coupé un arbre, voilà la souche, il prend son livre, il pose là-dessus et il continue. Manque de peau, une grande pluie. C'était des manuscrits. Il n'y avait pas encore d'imprimerie. Ça, c'est un très lointain passé. On ne pouvait plus rien lire. Le petit frère, l'homme blanc, il a bien gardé son livre dans les feuilles et tout. Et il a couru, il est allé au village. Il n'a plus attendu son grand frère. Il dit non, la pluie là va me gaspiller le livre. Il raconte sa mésaventure à son petit frère. La part que mon père a donnée, je l'ai perdue. Est-ce que tu peux encore me montrer? Tu as dit non. Le petit frère lui dit, va te faire voir par les Turcs. Je ne te prête pas mon livre. S'il te plaît. J'ai perdu. Mais je n'ai pas su parce que j'ai... Et puis c'est arrivé. Tu as dit non, je ne te montre pas. Quelle est cette négligence-là? Tout à l'heure là, le père venait de nous donner les livres avec force de recommandation, tout ça. Et toi, tu le poses négligemment sur une souche d'arbre et tu crois que je vais te prêter le mien? Qu'est-ce qui me prouve que tu ne me feras pas la même chose? Mon frère, j'ai fait une erreur, j'ai tout perdu. Mais donne-moi seulement la copie. Tu as dit non, tu as gaspillé, il n'y a rien à faire. Alors le grand frère a souffert. Il s'est dit, tiens, je perds la vie comme ça. Mon petit frère me rend la vie dure. Quelle est cette histoire-là? Il retourne chez le père. Le père lui dit, j'avais 2 enfants. Je ne trouve pas de nécessité à faire 3 livres alors que je n'ai que 2 enfants. Donc, il n'y a plus un autre exemplaire. Je t'ai puni, tu es resté malheureux. Maintenant, je te redonne ta part. Ta part. Et c'est pour ça qu'il nous a donné, qu'il m'a donné l'Iboga à moi. Du fait que l'homme noir s'est trompé, il est resté en situation de faiblesse devant son petit frère, l'homme blanc. Quel était le livre de l'homme blanc? Mais c'était la Kabbale. C'était la haute Kabbale. Hein. Je vous raconte cette histoire-là parce que c'est un simple fait historique. Ce n'est ni une connaissance. J'ai ni une théorie à cacher, tout ça, non. C'est un simple fait historique. 10h du matin, Lénima s'interroge. L'initié est bien revenu de son voyage et son esprit est sorti indemne du labyrinthe de la pensée. Mais a-t-elle rencontré le Bouti? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier si le nom qu'elle ramène de son périple est bien celui qui lui a été transmis par les entités de l'invisible. La tradition bouddhiste, c'est la voie de connaissance qui a été révélée à l'homme noir. La voie de connaissance qui a été révélée à l'homme noir. La même voie qui a été révélée aussi à l'homme blanc. Mais les pratiques sont différentes. Notre départ est fixé pour après-demain.
Durant les 5 années qui viennent de s'écouler, j'ai appris à respecter ces gens et leur démarche spirituelle. Chaque question posée n'a pas eu la réponse confortable que l'on attendait. L'âme de l'Afrique restera encore longtemps fière et mystérieuse, et c'est très bien comme ça. Pourtant, sur les 3 continents, l'Iboga a tracé un sillon qui sera peut-être l'espoir de la fin de ce siècle, comblant ainsi l'un des chaînons manquants de notre propre histoire. Ce film est dédié à Otto Goldnofer,